Merci Zouhair pour l'assistance technique. Merci à vous tous pour cette belle journée. Donc j'ai essayé de résumer les principaux messages qui ont défilé toute cette journée. Donc vous voyez que finalement les connectivites peuvent toucher tout le poumon, les voies aériennes, la plèvre, les vaisseaux et le parenchyme, donc particulièrement l'interstitium. Mais aujourd'hui justement on a consacré cette journée à l'atteinte interstitielle associée donc aux connectivites, et on a vu durant toutes ces présentations que la prévalence en fait elle est très variable selon les critères diagnostiques utilisés. Il y en a plusieurs. On a vu même que dans certaines situations même on a des avis un peu différents, c'est ce qui rend la tâche un peu difficile. Et puis selon le type d'étude également, mais en tout cas ce qui ressort, vous voyez que d'après la première présentation en tout cas, les trois principales connectivites auxquelles il faut penser quand on est face à un patient présentant une PID, c'est la sclérose systémique ou la sclérodermie, les myopathies inflammatoires idiopathiques et puis les connectivites mixtes. Vous voyez, les prévalences sont très variables selon les études. Je dirais que le challenge diagnostique pour le clinicien, ça dépend de la temporalité de la PID par rapport à la connectivite. Et donc là, quand on est face à une PID qui est déjà installée, notre défi à nous, généralement, plus fréquemment, c'est le pneumologue qui est confronté à cette situation. Ça va être justement, avant d'éliminer une forme idiopathique, c'est éliminer entre autres une connectivite. Donc, d'autant plus que la tâche n'est pas du tout facile, d'autant plus que la PID, elle peut précéder, on a vu, la connectivite de plusieurs années. Elle peut même être la seule manifestation. Donc, vous voyez que finalement, c'est un véritable défi. Et puis, quand le patient, il est déjà suivi pour une connectivite, généralement, c'est chez l'interniste ou le rhumatologue. Et donc, quant à lui, son défi majeur, c'est ne pas passer à côté d'une PID et donc la dépister à temps. Et vous voyez que l'impact thérapeutique et pronostic, il est majeur. Alors, dans les deux situations, en fait, il y a un bilan quand même minimal à faire pour justement rechercher une éventuelle connectivite face à une PID. Et pour notre collègue interniste ou rhumatologue, généralement on a vu que jusqu'à présent on n'a pas vraiment de recommandations très claires, mais en tout cas, pensez à faire au moins une TDM au cours de l'évolution d'une connectivite, puis la rythmicité elle est variable, elle dépendra entre autres de l'atteinte de la fonction respiratoire. Donc je dirais scanner à faire au moins une fois, dès que possible, dès que le diagnostic est posé. Bien sûr, la clinique, on n'en parle pas, mais c'est la première chose qu'il faut faire, donc une bonne évaluation clinique, et puis on discutera ensemble sur la rythmicité de ces examens. Alors également, quand on est face à une connectivite, il y a certains facteurs de risque auxquels on est alerté parce qu'ils sont associés au développement d'une PID. C'est la durée d'évolution courte de la maladie. On vient de voir que la sclérodermie, par contre, ça peut se voir au cours de la première année d'évolution. L'âge tardif au moment du diagnostic, le genre masculin, le tabagisme, l'ethnicité afro-américaine et la présence de certains auto-anticorps pour certaines connectivites, comme par exemple les anti-SCL70 pour la sclérodermie et les anti-MDA5 pour les myopathies inflammatoires. Donc, je dirais que devant ces facteurs de risque, pensez à dépister également une éventuelle PID. Alors maintenant, quand on est devant une PID, qu'on pensait à une connectivite. Alors la clinique, elle est primordiale. D'abord, on a vu que le terrain, la connectivite d'une manière générale, elle est fréquente chez la femme, les antécédents familiaux et personnels de maladies auto-immunes, et on a vu pas mal de cas, notamment de manifestations auto-immunes qui peuvent précéder l'installation d'une connectivite avérée. Puis la manifestation extra-respiratoire, alors quelques messages que j'ai pu dégager de ces présentations, quand on est face à un patient qui présente entre autres une fièvre, pensez au syndrome des antisynthétases, les arthralgies de type inflammatoire qui touchent les petites articulations, entre autres une PR, mais également ça peut être une sclérodermie, un syndrome des antisynthétases, le phénomène de Raynaud, pensez à la sclérodermie quand il est associé à des ulcérations, la capillaroscopie en présence de mégacapillaires, c'est également la sclérodermie, mais également d'autres types de connectivites, dermatomyosite, syndrome de Charles.
et tout autre signe. En tout cas, je dirais que la clinique, elle est primordiale, mais surtout, il faut savoir adresser le malade suffisamment précocement. C'est ce qu'on fait de plus en plus. Donc, c'est dès qu'on a des manifestations sur lesquelles on est alerté, on adresse le malade donc aux internistes ou bien aux rhumatologues pour nous aider justement à établir le diagnostic. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui nous alertent, par exemple un pattern scanographique de PINS et évidemment une signature immunologique sur le bilan immunologique qu'on demande de façon systématique. Là, c'est un tableau qui résume à peu près les différentes manifestations cliniques qui vont nous alerter pour penser à une connectivite. Donc, je pense que je ne vais pas les détailler, donc je viens déjà de le dire. Sinon, il y a le scanner. Donc, en plus de la clinique, il y a le scanner. Ce qu'il faut retenir, je pense que très souvent, c'est un pattern de PINS qui est observé au cours des connectivites, à part l'APR, où très souvent, c'est un pattern d'UIP. Sinon, il y a des chevauchements, pattern PINS, pneumopathie organisée, ou bien UIP, pneumopathie organisée, qui font évoquer, entre autres, un syndrome de Sjögren ou une myopathie inflammatoire. Et bien sûr, le fameux bilan biologique. Donc, on recommande déjà de faire les CPK d'emblée, en plus de la numération formule sanguine, bilan rénal hépatique, CPK, électrophorèse des protites. On reviendra sur le bilan immunologique. Sinon, j'aimerais rappeler les principaux patterns donc, scanographiques qui peuvent s'associer à une connectivite. Donc, vous voyez, donc, très souvent, c'est un pattern de PINS, comme vous voyez sur cette première plaque. Sinon, le pattern de pneumopathie interstitielle commune, PIC ou UIP, vous voyez ici le rayon de miel avec la prédominance en sous-pleural et au niveau des lobes inférieurs. Là, c'est un pattern plutôt de pneumonie organisée avec des condensations bilatérales, péribronchiques. Là, c'est la pneumonie interstitielle aiguë, vous voyez un vert dépoli diffus, donc qui peut se voir au cours des myopathies inflammatoires également. Et là, vous voyez une PID faite essentiellement de lésions kystiques évoquant une LIP qui peut se voir au cours du Sjögren. Là, c'est un exemple de PINS associé à un cas de sclérodermie, et vous voyez que les lésions prédominent avec un pattern réticulaire et du vert dépoli qui prédomine au niveau de lobe inférieur sans extension sur les marges latérales des deux poumons. Donc là, quand on a ce signe, il faut penser entre autres à une connectivite. Un cas classique d'UIP, donc ou PIC avec des lésions qui prédominent en sous-pleural au niveau des lobes inférieurs et des lésions kystiques en rayon de miel et un pattern réticulaire, donc des épaississements des septa et réticulation intralobaire qui se voient plus fréquemment au cours de la PR. Alors sur le plan également scanographique, nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des signes quand ils sont là, ils doivent nous alerter et penser à une connectivite, le straight edge sign. Ici, vous voyez, les lésions de fibrose prédominent au lobe inférieur et ne s'étendent pas aux régions latérales. Comme vous voyez sur les reconstructions 3D, les zones de fibrose, c'est ce qui est en orange ici. Vous voyez que ça prédomine au niveau des lobes inférieurs et ça fait évoquer une connectivite, entre autres ici, un syndrome de Sjögren. Ça, c'est le rayon de miel exubérant qui touche plus de 70% du parenchyme pulmonaire, particulièrement ici, c'est un cas de PR. Également, ça, c'est les lésions de rayon de miel qui prédominent au niveau des régions antérieures. Vous voyez là, ce n'est pas habituel quand on les voit avec un pattern d'UIP. Quand il y a une prédominance au niveau des régions d'UIP, il faut penser à une connectivite, en l'occurrence ici, une PR. Là, c'était sur le plan scanographique. Puis, donc, la biologie, mais en fait, c'est le bilan immunologique, ce qui est recommandé, en fait, de façon systématique sur le guide tunisien, c'est de réaliser les anticorps antinucléaires, le facteur rhumatoïde, les anti-CCP et les ANCA également. Ça, c'est les recommandations d'experts. Selon le contexte clinique, biologique, radiologique, on peut compléter, ou si les anticorps antinucléaires sont positifs, donc on peut affiner davantage ce bilan, comme on vient de le voir. On n'a pas recommandé dans ce guide de réaliser systématiquement le dot myositis, mais là, franchement, je pense qu'il faut réfléchir peut-être à élargir ce premier bilan. Alors, l'un des messages principaux soulignés par le Dr Salem dans sa présentation, c'est que le dépistage ou les anticorps antinucléaires par immunofluorescence indirecte, et puis quand c'est positif, il faut rechercher la spécificité anti-EANA ou autre, en particulier le dot myositis, c'est ça.
Et puis, bien sûr, le typage anti-DNA. Alors, par ailleurs, certains autres messages que j'ai pu donc dégager, ils m'ont aidé, donc je remercie toutes les oratrices de m'avoir aidé justement à souligner les messages clés. C'est quand on a un anticorps antinucléaire qui est négatif, ça n'exclut pas définitivement la présence de ton anticorps, d'autant plus qu'on n'est pas dans un contexte idiopathique, c'est-à-dire quand on a des signes cliniques qui évoquent entre autres une auto-immunité, et c'est le cas des anti-SSA, des anti-RO52, les anti-synthétas. C'est pour cette raison que quand le contexte, et d'ailleurs c'est souligné dans les recommandations, selon le contexte clinique, on peut élargir. Donc, vous voyez qu'on n'a pas recommandé d'emblée le DOT-myositis, mais quand même, on a souligné le fait que ça reste une recommandation d'experts et que si le contexte, il est évocateur, même si les anticorps antinucléaires, je pense, indépendamment du résultat des antinucléaires, on peut élargir à d'autres auto-anticorps. Par ailleurs, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de plaques sur les vascularites, particulièrement l'intérêt des ANCA, et notamment le cas quand on a des ANCA positifs sans signe de vascularite. Et là, le message qui est ressorti, c'est de savoir recontrôler au bout de quelques temps ou lors de l'apparition de nouvelles manifestations qui évoqueraient une vascularite, parce que c'est un rôle pronostique majeur. Et puis, sachez également qu'il existe des formes séronégatives, c'est-à-dire le contexte, il est en faveur d'une maladie auto-immune, mais on n'a pas détecté d'auto-immunité. Et là, il faut rester vigilant parce qu'on peut même être amené à traiter peut-être ces patients, puisque le pronostic, il est mis en jeu. Alors, par ailleurs, l'un des messages qui est ressorti dans la présentation de Dr Abdallah, c'est le risque de survenue d'une connectivite, qu'on soit dans le cadre d'une PID ou d'une manière générale, c'est quand on a des anticorps antinucléaires dont le taux dépasse les 320, des anti-CCP dont le taux dépasse les 50 et un facteur rhumatoïde dont le taux dépasse les 100. Donc là, pensez à surveiller ces patients parce que vous avez vu d'après les courbes, il y a un risque majeur d'apparition d'une connectivite. Autre message également que j'ai pu retenir, c'est la valeur pronostique de certains auto-anticorps quand on est face à une connectivite qui est déjà là. Vous voyez, pour la sclérodermie, la présence des anti-SCL70, elle est associée, elle a une association elle est corrélée plutôt à la survenue d'une PID assez étendue. Pour les myopathies inflammatoires, c'est les anti-MDA5, mais également les PL7 et les PL12. Donc, pour les MDA5, c'est une association fréquente à la survenue d'une PID, mais surtout rapidement progressive. Donc, il faut savoir bien traiter ces malades et les surveiller. Et puis, pour le Sjögren, la présence des RO52 également, elle est corrélée à une forme de mauvais pronostic. Alors, en tant que pneumologue, je ne peux pas m'empêcher de parler du rôle du lavage broncho-alvéolaire d'une manière générale dans les PID. Il faut dire qu'il n'a pas de rôle diagnostique pour les connectivites elles-mêmes, mais c'est surtout pour éliminer les autres diagnostics différentiels, par exemple une infection, les proliférations malignes, la sarcoïdose. Donc, c'est le rôle plutôt par éliminer les autres diagnostics différentiels. Et puis, pour la biopsie pulmonaire, sous les différentes formes, elle n'a pas d'intérêt également diagnostique ni pronostic pour les connectivites elles-mêmes, mais elle sera réservée aux incertitudes diagnostiques après, bien sûr, une discussion en RCP-PID. Et puis, sachez que le pattern histologique, tout comme le scanner, c'est une PINS, sauf pour l'APR, évidemment, c'est l'UIP. Et également, il y a des chevauchements, pneumonie organisée UP, pneumonie organisée PINS. Et je finis avec cette plaque de l'algorithme proposé sur un article en fait qui a été dédié pour le rôle de la MDD, donc la discussion multidisciplinaire dans le cadre des PID associés aux connectivites. Donc je pense que le message il est clair, c'est la clinique et avant tout, donc il faut avoir un examen clinique, un interrogatoire et un examen clinique. S'il y a des signes suggestifs d'une connectivite, bien sûr, on va passer la main, on peut passer la main directement à notre collègue interniste ou rhumatologue. S'il n'y a pas de signe, on a quand même un bilan systématique à réaliser et si le bilan il est positif également, on va demander l'avis de l'interniste et du rhumatologue. S'il est négatif, on peut s'arrêter là, mais l'intérêt majeur dans les deux cas, c'est de discuter bien sûr en DMD et vous voyez, le rôle c'est pour valider le diagnostic et pour proposer un traitement.
Et justement, le coefficient de concordance entre les différentes intervenants, vous voyez, en termes de connectivité associée au PID associé aux connectivites, vous voyez que le coefficient de concordance entre les différents diagnostics posés, il est très élevé. Donc le rôle de la DMD dans les PID associés aux connectivites et les majeurs, il est de 0,73%. Et vous voyez la discordance par contre, la corrélation entre les pathologistes seuls 0,21, radiologues seuls c'est 0,17. Et vous voyez, on monte en DMD à 0,73. C'est pour vous dire encore une fois le rôle de cette réunion de concertation pluridisciplinaire pour pouvoir proposer et de retenir un diagnostic avec un niveau de certitude élevé et donc proposer entre autres un traitement et la surveillance à préconiser. Alors je pense que le dernier message que je voudrais passer, c'est que vous étiez tous formidables durant cette journée. Vous avez, par votre présence, par votre contribution et la discussion, je pense que c'était une journée très réussie et qui aura certainement des impacts sur la prise en charge de nos patients. Merci. Ça, c'est le post-test, si vous voulez scanner, pour ceux qui le veulent. Donc, le post-test, malheureusement, il y a pas mal de... Vous voulez Je pense qu'on peut le faire. On peut le faire, oui. Ils sont là, oui. Et vous me dites après si vous avez modifié des questions, si vous avez modifié des réponses, en toute objectivité. C'est le même pré-test, en fait, c'est le même pré-test. C'est les mêmes questions que le pré-test pour voir s'il y a des personnes qui finalement ont modifié les réponses après cette journée où le bilan immunologique était au centre. Comment ? كبير ما نجمتوش زهير de l'assistance نحي المود scanner avancé شنو المشكل non قالوا كبير pour le scanner peut-être la résolution c'est bon ça marche Je voulais également vous annoncer que cette journée a été accréditée par l'INEAS et donc vous avez 3 CME en assistant à cette journée.